Plus de 12 000 unités de la Honda NT 1100 de première génération ont été vendues en Europe depuis son apparition en 2022. Et forcément, en 2025, Honda a voulu remettre le couvert avec un nouveau design sur cette deuxième génération, une boîte DCT encore améliorée, et puis surtout l'apparition de suspension électronique, tout comme sur la Honda CRF 1100L Africa Twin Adventure Sport. La boîte de vitesse DCT chez Honda, c'est un succès, puisque en Europe, depuis son lancement en 2010 sur la VFR 1200, il s'en est écoulé 240 000 modèles avec cette transmission à double embrayage. Il faut savoir que sur la première génération de la Honda NT 1100, 66% des clients en Europe ont choisi une NT 1100 avec cette boîte de vitesse à double embrayage DCT. Mais depuis 2022, beaucoup de concurrentes sont arrivées dans son segment. Est-ce qu'elle va pouvoir y faire face? Est-ce qu'elle a encore les armes pour continuer à plaire à autant de clients? Et surtout, est-ce qu'il est pertinent de passer sur cette deuxième génération de la Honda NT 1100? Je vais répondre à toutes ces questions en fin de vidéo. Pour répondre à toutes ces questions, comme à mon habitude, vous le savez, je vais vous détailler toutes ces caractéristiques techniques, esthétiques, ces technologies. J'irai faire un tour sur la route pour vous donner mon avis sur son comportement routier et je conclurai cet essai détaillé de cette deuxième génération de la Honda NT 1100 avec ses qualités, mais aussi tous ses défauts. Et vous allez voir, il y en a quelques-uns. Alors restez bien jusqu'au bout de la vidéo et je la comparerai à toutes ses concurrentes sur plusieurs critères que j'ai définis pour que vous puissiez tout connaître sur cette nouvelle Honda NT 1100. Sur YouTube, abonnez-vous les amis si ce n'est pas encore fait et surtout activez la cloche de notification et si la vidéo vous plaît, si et seulement si elle vous plaît, mettez un pouce bleu. Ça c'est vraiment super important, c'est la seule action que je vous demande. Ça nous permet de savoir si le modèle vous plaît, si l'essai vous plaît. Et puis ça me permet aussi de vous proposer chaque semaine de plus en plus d'essais, que ce soit sur des motos mais aussi des voitures. Ceux qui aiment le voyage en moto, cette vidéo, elle est peut-être faite pour vous. Commençons par la face avant. Déjà, on a des rétroviseurs en plastique noir avec la tige qui est en aluminium. Et puis surtout une toute nouvelle bulle qui a été entièrement redessinée par rapport à la première génération, qui est maintenant réglable manuellement avec une seule main. Vous avez juste en fait à tirer et ensuite à baisser la bulle sur la position que vous souhaitez. Il y a 5 positions qui sont disponibles sur une hauteur totale de 167 mm. Donc vous pouvez le faire en roulant. Ça c'est la bonne nouvelle. Juste à côté on a les déflecteurs d'air additionnels, supérieurs et inférieurs qui sont de série. Donc ça apporte un supplément de protection contre le vent et aussi les intempéries autour du bas du corps et des bras essentiellement. Double optique à LED avec la nouvelle signature lumineuse et des feux de jour qui intègrent les clignotants à extinction avec fonction de signalement de freinage d'urgence. Feu additionnel en option qui équipe le modèle que je vous présente. On a une fourche inversée à cartouche Showa ERA de 43 mm réglable électroniquement avec un débattement de 150 mm. Et enfin on a ce garde-boue avant qui reprend bien sûr la couleur de la carrosserie sur la partie avant. Et sur la partie arrière il a été rallongé de 15 cm pour limiter les projections d'eau notamment pour la machine mais aussi le pilote. Sur le look, ça ressemble beaucoup à l'ADV 350 et au XADV, mais c'est plutôt un élément positif. L'ancienne génération pouvait être considérée comme une moto un peu trop consensuelle sur l'esthétique, mais là ils ont quand même corrigé le tir et je trouve à titre perso que l'avant de cette moto est assez réussi. Sur le système de freinage, on est sur un système Nissin avec double disque hydraulique de 310 mm sur l'avant avec étris à 4 pistons à montage radial. Et puis sur l'arrière, on a un simple disque hydraulique de 256 mm de taille avec un étrier monopiston. Jante à bâton de 17 pouces en aluminium moulé. Il faut que vous sachiez que la conception à branches croisées, ça permet d'atténuer les vibrations en ligne droite et ça offre aussi une grande rigidité dans les virages. C'est pas là que pour l'esthétique. Protection du moteur en noir de série. Réservoir 20,4 litres. Et on a une selle qui a été redessinée, vous pouvez le constater. Et aussi élargie par rapport à la première génération de la NT 1100, qui est de couleur noire avec des surpiqûres contrastées de couleur rouge. Il y a la densité de mousse qui a été modifiée pour améliorer le confort. Et il y a aussi 20% de surface d'assise en plus derrière le pilote sans impacter la facilité de poser les pieds au sol. Et puis vous pouvez avoir une selle confort en option. La hauteur de selle, c'est 820 mm. On a des larges poignées de maintien pour le passager et on a un cadre double poutre simple berceau qui a été dédoublé en acier avec boucle arrière qui est
rapporté en aluminium. Repose-pied en alu avec caoutchouc pour le pilote et en alu de série pour le passager. Et vous pouvez avoir alu plus caoutchouc pour 110 €. La béquille centrale, elle est de série. 3 coloris disponibles. Vous avez le beige de la moto que je vous présente, le noir et aussi le bleu. Sur l'échappement, il est en acier inoxydable avec une protection en noir mat et il est aussi positionné plus bas par rapport à la première génération de la NT 1100, tout simplement pour vous permettre d'avoir des valises avec un volume d'emport plus important. Et dernier point intéressant, il y a des éléments du carénage qui ont été réalisés à partir d'éléments biosourcés Durabio. Comme quoi sur la moto, on arrive à apporter de la durabilité sur les composants utilisés. L'augmentation d'espace dans les valises latérales, il est assez significatif puisque vous avez plus 4 litres de chaque côté, donc 37 litres sur la gauche, 36 litres sur la droite. On perd 1 litre à cause de la présence de l'échappement, bien sûr. Et le top case, c'est 50 litres. Donc vous commencez à avoir une capacité d'emport qui est assez intéressante pour partir en week-end ou même en vacances avec cette moto. Moi qui ai une Honda Goldwing Bagger pour tous les jours, il y a un peu moins de place dans les valises latérales. C'est beau, mais moins pratique. On a une suspension type ProLink avec mono-amortisseur Showa, réglable en précharge avec un débattement de 150 mm. Le feu arrière, il est à LED, bien intégré d'ailleurs. Support de plaque court et épuré, avec les clignotants LED qui sont intégrés. On a une garde au sol de 175 mm et un poids de 249 kg, ce qui est plutôt contenu pour ce type de moto. Et encore une fois, l'avant a un changement, une amélioration qui est assez marquée. Ça se voit un petit peu moins sur la partie latérale, même si les lignes sont quand même plus acérées que sur la première génération. On sent que Honda a voulu quand même aller chercher des clients qui n'arrivaient pas à toucher avec la première génération, qui encore une fois avaient un look peut-être trop discret. Là, ils ont clairement changé la donne et on va voir s'ils arrivent à capter de plus en plus de parts de marché sur un segment qui est de plus en plus apprécié. C'est vrai que le trail a pris la main ces dernières années en termes de volume de vente, mais il y a encore beaucoup de personnes qui aiment ce look de routière et ça, Honda l'a bien compris. Sur le moteur, alors un bicylindre en ligne calé à 270 degrés, 4 soupapes par cylindre. On a un simple arbre à cam en tête Unicam. Au niveau de la cylindrée, 1084 cm3, 102 chevaux et 112 Nm de couple. C'est plus 7% de couple par rapport à la première génération de la NT 1100 à bas et moyen régime sans perte de puissance. Ça, c'est quand même intéressant. On a aussi une nouvelle batterie Skyreach qui vient limiter le poids total de la moto et aussi qui permet une meilleure centralisation des masses. Ils ont essayé vraiment de jouer sur des petits détails pour améliorer le comportement routier de la moto. Injection électronique PGM-FI. On a un double embrayage multidisque à bain d'huile à glissement limité. Et vous avez le choix entre 2 transmissions. Donc transmission par chaîne avec une boîte de vitesse manuel à 6 rapports, avec la possibilité en option d'avoir un shifter, ou sinon vous pouvez opter, comme le modèle que je vous présente, pour la transmission DCT Dual Clutch Transmission. C'est une boîte de vitesse à double embrayage bien connue chez Honda et qui existe depuis maintenant 15 ans quand même, et qui connaît un succès grandissant d'année en année. Quand on y a goûté, moi je suis utilisateur de la DCT au quotidien sur ma Goldwing, c'est vrai que c'est vraiment très compliqué de revenir en arrière, autant sur des boîtes de vitesse robotisées, et je vais y revenir sur la partie de l'essai routier, on peut avoir certains aspects négatif dans l'agrément de conduite, dans l'utilisation au quotidien, autant sur une boîte de vitesse à double embrayage, comme dans l'automobile d'ailleurs, on a une telle douceur et une facilité d'utilisation que ça vous facilite la conduite de votre moto, mais surtout vous arrivez à conduire avec moins de fatigue que sur une transmission manuelle traditionnelle. À essayer donc, même si certains puristes, dont je fais partie, étaient très réticents au début. La première Honda sur laquelle moi je l'ai essayé, c'était sur un trajet que j'avais diffusé d'ailleurs sur ma chaîne YouTube en Africa Twin DCT. Je ne voulais pas partir avec une DCT, je préférais une bonne transmission manuel. Et en fait, je me suis un peu trompé parce que grâce notamment à sa centrale inertielle qui est très précise, vous n'êtes jamais dérangé par le changement de rapport vers le haut ou vers le bas. C'est vraiment très bien réfléchi. Elle s'améliore encore sur cette seconde génération de la NT 1100. Et vous allez voir que c'est pour son bien. Sur la consommation, elle est donnée par Honda à 5 litres au 100 km. Donc vous ferez aux environs des 400 km quand même avec un plein. Sur son tarif, prix de base, 14 799 €. Mais là, vous n'aurez pas les suspensions électroniques et vous n'aurez pas non plus la transmission DCT. Ce sera la transmission mécanique à 6 rapports. Si vous souhaitez le modèle que je vous présente dans cette vidéo, là on est sur une NT 1100 DCT avec les suspensions électroniques et avec le pack voyage beige
qui est à 1380 €. Là, la moto, elle va s'afficher à 18 179 €. Alors avec ce pack voyage, vous aurez la sacoche de réservoir, le top case, également les repose-pieds confort passager, la selle confort passager et conducteur, et ainsi que les feux additionnels. Il y a quand même beaucoup d'équipements à ce prix-là. Vous allez voir en fin de vidéo, mais par rapport à ses concurrentes, pour en avoir autant, chez les autres, ça coûte un petit peu plus cher. Ou sinon, elles n'ont pas les mêmes équipements et options et technologies que la NT 1100, mais ça, j'y reviendrai en détail en fin de vidéo. Et sur le site de Honda, pour ceux que ça intéresse, qui ne souhaitent pas acheter en achat comptant leur NT 1100, ils font des offres aussi en location longue durée, vous pouvez aller voir. Elle est disponible à partir de 276 €. Et si vous souhaitez la NT 1100 DCT avec suspension électronique, là ce sera à partir de 314 € par mois sur 37 mois. Toutes les conditions, elles sont sur leur site internet. Si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir. Sur le poste de pilotage, on a un guidon en aluminium qui est assez large. D'ailleurs, la position de conduite, elle est naturelle et confortable. Poignées chauffantes de série, qui ont été améliorées d'ailleurs par rapport à la première génération. La poignée de droite, ça comprend le démarrage, coupe-circuit. La boîte de vitesse DCT, le régulateur de vitesse et aussi le levier de frein de parking. Et sur la gauche, on a la navigation dans l'écran TFT, l'accès au mode de conduite, les clignotants, le klaxon, les warnings et aussi les appels de phare bien sûr. Au centre, cet écran TFT couleur de 6,5 pouces qui est tactile. Vous avez Apple CarPlay, Android Auto, qui n'est pas sans fil, d'ailleurs c'est filaire. Il est très lumineux, facile à lire. Il y a 3 modes d'affichage. Vous avez le mode Gold qui affiche toutes les informations et les modes, le mode Argent qui est centré sur le compteur de vitesse et le compte-tour, le mode Bronze qui privilégie le compte-tour, et enfin vous avez aussi la couleur de fond qui est réglable, auto, noir ou blanc, en fonction bien sûr de la luminosité. Il y a un écran LCD supplémentaire qui est juste en dessous, et puis vous avez une prise 12 volts et une prise USB-A, et ça, c'est de série. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a cette petite visière qui, lors de forte luminosité, vous permet de continuer à lire ce qu'il y a sur votre écran, parce que ce genre d'écran, ils peuvent être sujets à une difficulté de lire les informations qui sont indiquées. Passons maintenant à l'essai routier. Alors beaucoup de choses à vous dire sur cette nouvelle Honda NT 1100. Déjà, position de conduite toujours très naturelle, comme sur la première génération d'ailleurs. Par contre, ce qui change immédiatement. Alors, plusieurs points. Le premier, c'est le confort de la selle. On sent que la selle a été élargie. On arrive plus facilement à trouver la bonne position. Et surtout, quand on enchaîne les kilomètres, je la trouve plus moelleuse et accueillante que sur la toute première NT 1100. Ensuite, les suspensions. Suspension électronique, alors comme sur des voitures, quand vous apportez ce genre de paramétrage, d'équipement à un véhicule, vous gagnez forcément d'agrément de conduite, en précision, vous élargissez les capacités du véhicule, mais surtout ses capacités à évoluer dans le dynamique, mais aussi dans un grand confort. Et ça, elle le fait très bien, c'est pour ça qu'il faut que je vous en parle un petit peu. Sur les suspensions, pour la première fois en 2025, la NT 1100 s'équipe des suspensions électroniques Showa EERA pour Showa Electronically Equipped Ride Adjustment. Pardon pour mon anglais. Le principe est simple, elle a été éprouvée sur la CRF 1100L Africa Twin Adventure Sport et désormais sur la CRF 1100L standard d'ailleurs. Et elle a été adaptée à la NT 1100 avec des réglages spécifiques. Ce système, il va ajuster automatiquement la force d'amortissement en fonction de la vitesse d'enfoncement des suspensions. Donc le niveau d'amortissement déterminé en fonction de la vitesse de la moto via la centrale électronique, la position, le comportement dynamique via la centrale inertielle et le comportement de la fourche via un capteur spécifique. Et vous avez aussi l'unité de commande qui va ajuster ensuite le comportement des suspensions en seulement 15 millisecondes après réception des données. Il y a 3 modes de suspension prédéfinis. Vous avez Urban, c'est équivalent à des réglages adoptés sur les suspensions classiques Showa des autres NT 1100. Ça privilégie l'agilité dans la plupart des situations. Le mode Tour, qui favorise le maximum de stabilité en virage et en courbe avec une force d'amortissement durcie pour les hautes vitesses et le duo avec bagage. Et enfin, dernier mode, le mode Rain, avec des suspensions plus souples pour un comportement plus adapté sous la pluie. Et enfin, vous avez un mode personnalisable, User. Résultat, le système, il laisse toute la liberté au pilote de choisir entre le confort pour un usage quotidien ou la stabilité, la sportivité pour mettre un peu plus de rythme. Au niveau de la bulle, on est bien protégé. Là, j'ai mis la bulle en position la plus haute et elle protège mieux que sur la précédente génération. Au niveau du moteur, il est plein. Tous les régimes, on a beaucoup de couples. Le couple a été revu. Il y a eu beaucoup de modifications sur le moteur, tant sur le vilebrequin, les cylindres, les pistons. Tout ça pour apporter plus de couples, plus 7% de couples supplémentaires à mi-régime et à bas régime. Donc pour vous apporter plus d'agrément de conduite.
Alors 102 chevaux, est-ce que c'est suffisant quand on le compare à la concurrence? Ben ça, je vais vous le dire en fin de vidéo. Selon moi, c'est bien assez pour perdre son permis de conduire déjà. Même si 102 chevaux avec 249 kg, les puristes vous diront qu'il manque peut-être 30 chevaux pour en faire vraiment une moto disponible à n'importe quel rythme. Selon moi, par rapport à sa philosophie, c'est bien assez. La boîte DCT. Alors la boîte DCT, ça commence à devenir un monument dans le monde de la moto. Je l'ai beaucoup essayé sur l'Africa Twin, je l'avais essayé sur le XADV, également sur le Forza 750, je l'ai à titre personnel sur ma Honda Goldwing 2024. Déjà, elle apportait beaucoup d'agréments de conduite, de confort, de facilité de prise en main et d'utilisation sur la précédente NT 1100, mais là, ils l'ont encore améliorée. On peut remarquer immédiatement, dès les premiers kilomètres, c'est qu'elle est encore mieux calibrée, il y a encore moins d'à-coups, et à la reprise des gaz, on ne se fait jamais surprendre par la réactivité de la moto. Donc ça reste hyper rassurant, mais on sent vraiment une nette amélioration de sa douceur, son fonctionnement, comme quoi ils arrivent encore à nous étonner avec un paramétrage de cette boîte de vitesse encore optimisé. Bien sûr, on a cette centrale inertielle à 6 axes qui va participer aussi à ce côté ultra fluide du fonctionnement de la boîte de vitesse DCT. Elle va jamais rétrograder au mauvais moment dans des virages. Elle va jamais passer les rapports au mauvais moment. En gros, vous pouvez conduire que en mode automatique et la centrale inertielle, elle s'occupe de tout le reste. Ça, c'est rassurant. Pour ceux qui hésitent encore, la boîte DCT, vraiment, quand on y goûte, regardez un petit peu les commentaires sur Internet. Honnêtement, c'est difficile de revenir en arrière. Mais c'est pour ça qu'il faut que je vous en parle un petit peu plus en détail. Il faut bien sûr que je vous parle de cette boîte DCT à double embrayage qui a été améliorée par rapport à l'ancienne génération. Un principe simple, vous avez deux embrayages distincts. Le premier intervenant lors des démarrages et sur les rapports de transmission impair, première, troisième et cinquième, et le second sur les rapports pair, deuxième, quatrième et sixième. Chaque embrayage est contrôlé indépendamment par son propre circuit électro-hydraulique. Lorsqu'un changement de rapport doit intervenir, le système pré-engage le rapport à venir en utilisant l'embrayage qui n'est pas en charge à cet instant. L'embrayage en charge est ensuite automatiquement désengagé en même temps que le rapport pré-engagé entre en fonction. Résultat, vous avez des changements de rapport qui sont quasi instantanés, parfaitement fluides et surtout vous n'avez pas de heurts particuliers. Transmission de la puissance moteur qui est pratiquement sans interruption, donc les à-coups et leurs répercussions sur le comportement dynamique de la machine ils sont largement minimisés. Troisièmement, la fiabilité mécanique elle est renforcée puisqu'il n'est pas possible de caler ou d'endommager les trains de pignon en ratant un rapport. Et enfin pour le pilote, le bénéfice en termes de confort et de diminution de la fatigue, il est clairement indiscutable, en particulier en utilisation urbaine. Sachez qu'il est possible de conduire de manière entièrement automatique avec des changements de rapport préprogrammés en fonction de la vitesse du véhicule, du rapport sélectionné, du régime et aussi de manière manuelle avec des gâchettes qui sont situées sur la poignée de gauche et qui permettent de gérer ces changements de rapport. En mode automatique, deux options sont disponibles. En mode S, vous avez le choix entre trois cartographies, S1, S2 et S3. Le niveau 1, c'est le plus modeste. Il permet de changer les rapports dans la plage des moyens régimes et le niveau 3, il est beaucoup plus agressif et il permet de monter plus haut dans les régimes, tandis que le niveau 2, c'est un intermédiaire entre les deux. Et vous pouvez mémoriser votre mode préféré. Et enfin, on a le mode D, où là, vous avez le meilleur rapport entre confort et consommation. Et sur cette version 2025, les ingénieurs se sont concentrés sur deux évolutions majeures. Plus de réactivité, douceur à basse vitesse, sous les 10 km/h, donc plus de contrôle. Et il y a surtout un nouvel algorithme de calcul qui vient anticiper la pression d'huile nécessaire en fonction de la charge, du régime et du rapport engagé, afin d'exploiter au mieux les capacités de la nouvelle centrale inertielle, notamment en virage et lors des phases de freinage. L'agrément de conduite, il est clairement mieux que sur la phase 1 de la NT 1100. Je vous parlais de centrale inertielle tout à l'heure. Là, on est sur une centrale inertielle à 6 axes qui est placée au centre de la machine. Et c'est ce qui fait en fait toute l'optimisation de l'utilisation de cette boîte de vitesse à double embrayage. Principe assez simple, elle va mesurer en temps réel les taux de roulis, de tangage, de lacet et elle va travailler de concert avec l'accélérateur électronique pour optimiser le système de contrôle de couple HS, TC et aussi le système Wheelie Control. Comme nouveauté, vous avez un anti-blocage actif en courbe et un système anti-délestage de la roue arrière. La centrale, elle prend en compte l'angle d'inclinaison, la décélération et elle intègre le taux de glissement des roues avant et arrière pour gérer une pression de freinage optimale via l'ABS. Et parallèlement, si la centrale détecte un brusque délestage de la roue arrière, elle va intervenir sur la force de freinage afin de maintenir la stabilité de votre moto. Honda continue son développement dans les boîtes de vitesse. Il y a la DCT qu'ils améliorent d'année en année, mais il y a surtout le e-clutch que je vais essayer sur la nouvelle Honda CBR 650R.
et je vous en dirai des nouvelles. Certes, c'est un autre fonctionnement, mais il y a des choses assez intéressantes, mais je vous ferai une vidéo dédiée que je vais diffuser prochainement sur ma chaîne YouTube. La capacité d'emport, elle est très généreuse, hein, avec ses valises latérales, son top case de 50 litres. Là, vous pourrez partir en week-end sans aucun souci. Ça aussi, ça en fait sa force. Quand certaines sont un petit peu limitées, un peu plus de 120 litres d'emport, ça suffit amplement pour partir en vacances seul en tout cas. Sur les performances, alors elles sont pas transfigurées hein, par rapport à la précédente génération, mais elles sont bien assez suffisantes. Hein. On gagne en coupe, on gagne surtout en agrément. C'est pas tant sur les performances, mais l'agrément de conduite est encore plus agréable. Et puis surtout, vous pourrez jouer avec les modes de conduite. Il y a 3 modes de conduite présélectionnés et 2 modes de conduite personnalisables. Les modes de conduite présélectionnés, ils vont jouer sur, bien sûr, la réponse moteur, le frein moteur, le contrôle du couple, le HSTC, le Honda Selectable Torque Control. Et ils vont aussi jouer sur le système anti-wheeling pour vous apporter une moto à plusieurs visages. Hein. Elle peut à la fois être confortable, axée vers une conduite très coulée, et elle peut aussi jouer au mauvais garçon en adoptant des réglages spécifiques orientés vers le dynamisme. Et c'est là où vous pouvez profiter pleinement de la qualité de ces suspensions électroniques. Vous pourrez profiter aussi de l'amélioration de la DCT et aussi les améliorations moteurs. La moto, vous allez voir qu'elle n'est pas parfaite, mais elle commence petit à petit, je dis bien petit à petit, à s'approcher de la routière sans défaut. Mais ça, je vais y revenir d'ici quelques instants. Il faut maintenant conclure l'essai de cette nouvelle NT 1100 deuxième génération. Alors pas mal de défauts, j'aime bien être exhaustif hein, quand je vous donne les défauts, les qualités d'une moto. Et là vous allez voir que je vais l'être sur les défauts. N'en déplaise aux ultra fans de la NT 1100. Alors premier défaut que j'ai relevé, c'est bien sûr la transmission par chaîne. Quand certaines de ses concurrentes ont opté pour le cardan, comme la Moto Guzzi Stelvio ou encore la BMW R1300 GS de dernière génération. C'était aussi le cas d'ailleurs sur la précédente génération de la 1250 GS. L'absence de selle chauffante en option, c'est bien dommage. Pas de rangement ni de vide-poche. Alors ça aussi, en termes de praticité, ils auraient pu quand même y penser, parce qu'on aime toujours avoir un badge de péage, une carte, un ticket de parking, etc. dans un petit rangement. Là, vous n'avez rien du tout. Ça, c'est un petit peu dommage. Pas de bulle réglable électriquement, comme chez certaines de ses concurrentes. Ça se fait manuellement. Bon, vous pouvez le faire certes en roulant avec cette commande unique qui est sur la gauche, mais il s'avère que ça peut être un petit peu dangereux lorsqu'on conduit. Il vaut mieux s'arrêter et le faire à ce moment-là. Et enfin, on a un commodo de gauche avec pas moins de 16 commandes à connaître. Donc autant vous dire que moi, sur les premiers kilomètres, j'étais un petit peu perdu. À chaque fois que je devais changer quelque chose sur mon écran, une fonctionnalité de la moto, à chaque fois, j'étais en train de regarder sur mon commodo de gauche. Il vous faudra quand même un petit peu de temps avant de le connaître par cœur et de l'appréhender. Et c'est vrai qu'il peut un petit peu impressionner, surtout avec la boîte de vitesse DCT, car vous avez aussi les commandes pour monter les rapports et rétrograder sur cette boîte de vitesse à double embrayage qui s'ajoute aux autres commandes. Ça commence à faire un petit peu beaucoup. Et enfin, dernier défaut, ça j'espère que Honda m'écoutera, ce serait bien qu'il y ait l'Apple CarPlay et l'Android Auto sans fil sur cette moto. Parce que là, vous êtes en fait obligé d'avoir un support de téléphone et avoir votre fil pour avoir votre Apple CarPlay et l'Android Auto. Alors que si vous l'aviez juste dans la poche, ce serait quand même un petit peu plus pratique. Bon, je vous rassure, elle a quand même beaucoup de qualité, hein, cette nouvelle génération de la NT 1100. Déjà un équipement pléthorique entre les suspensions électroniques, la boîte de vitesse à double embrayage DCT, les poignées chauffantes, les valises, le top case, la bulle réglable, la prise USB et aussi la prise 12 volts. Et vous avez aussi Apple CarPlay et Android Auto. Ça commence à faire une moto qui est ultra bien équipée. Et puis, je vous passe toutes les technologies qu'elle a, sa centrale inertielle, les différents réglages de la suspension électronique, etc., etc. Et puis, on a aussi le traction control qui est réglable sur plusieurs positions. Bref, vous avez une moto ultra bien équipée avec un rapport prix-prestation qui est selon moi cohérent par rapport à ses concurrentes. Elle en offre beaucoup. C'est pas la moins chère, mais elle reste quand même dans une fourchette de tarifs acceptable. Autre qualité, bien sûr, c'est l'agrément de conduite de cette boîte de DCT qui s'est encore améliorée. Elle était déjà très performante, mais alors là, ils ont réussi encore à l'optimiser. Elle frôle la perfection.
n'ayons pas peur de le dire, hein. D'ailleurs vous pouvez le vérifier, hein. Tous les essayeurs, testeurs de motos, que ce soit en France, dans le reste du monde aussi, quand ils essayent cette nouvelle génération de la NT 1100, ce qui fait l'unanimité, c'est vraiment l'agrément sur la boîte de vitesse à double embrayage. Je ne vais pas vous dire que c'est une obligation lorsque vous achetez cette nouvelle génération de la NT 1100, mais vous l'apprécierez encore plus avec cette boîte de vitesse DCT. Des performances aussi qui sont bonnes. Moi j'ai trouvé les 102 chevaux de la moto bien suffisants pour s'amuser lorsque vous souhaitez le faire dans des petits virages, des virolos ou encore plus si vous évoluez dans des routes de montagne. Là vous allez tout simplement vous éclater avec cette moto, d'autant plus que vous pourrez passer en mode manuel vos rapports. Autre qualité, la protection du pilote. Lorsque vous mettez la bulle sur la position la plus haute, honnêtement, on est assez bien protégé, que ce soit au niveau du buste, mais aussi des épaules. Et enfin, dernière qualité, et non des moindres, c'est quand même le design. J'étais pas fan de la première génération, et je trouve que l'avant lui donne enfin un côté attachant visuellement, c'est le moins qu'on puisse dire. Il lui reste quand même des petits défauts, comme je les ai listés, mais elle reste un compagnon de voyage de premier choix, selon moi. Mais pour autant, est-ce qu'elle a su évoluer assez pour faire face à ses concurrentes et est-ce qu'elle va continuer à plaire en Europe et en France surtout? Pour répondre à ces questions, j'ai choisi plusieurs critères pour la comparer à toutes ses concurrentes. Premier critère, le design. Alors certes, il a été amélioré, hein, notamment avec ses clignotants qui sont maintenant intégrés. On est bien protégé par ces carénages qui sont imposants, des belles lignes tendues qui sont réussies et surtout une position qui est plutôt droite par rapport au Sport GT et ça c'est agréable. Alors pour moi c'est une des plus belles maintenant avec la BMW F900 XR, la Yamaha Tracer 900, mais je suis pas trop fan de la Suzuki GSX S1000 GX et de la Kawasaki Versys 1100 en termes de design. Deuxième critère, les performances. 102 chevaux, c'est moins que toutes ses concurrentes. La F900 XR de BMW, elle a 105 chevaux. La Yamaha Tracer 9, 119 chevaux avec un 3 cylindres. La Kawasaki Versys 1100, elle a 135 chevaux avec un 4 cylindres. Et la Suzuki GSX S1000 GX, elle a 152 chevaux avec un 4 cylindres. C'est loin d'être la plus puissante, en revanche, mais c'est la seule équipée d'une boîte de vitesse DCT. La Yamaha Tracer 9, elle peut être équipée de la transmission YAMT, mais ce n'est pas du tout la même technologie. Troisième critère, c'est bien sûr le prix, à partir de 14 799 € en boîte manuelle et 15 799 € en boîte DCT. C'est moins que la Kawasaki Versys 1100S, qui est à partir de 15 699 €, que la Suzuki GSX, qui est à partir de 18 099 €, mais c'est plus que la BMW F900 XR et que la Yamaha Tracer 9, même si ces deux motos, en termes de confort, en apportent un petit peu moins. Et si on la prend en version DCT plus suspension électronique, elle s'affiche à 16 799 €, c'est toujours moins que la Suzuki. Kawasaki sera plus cher en version SE, qui est la version la plus équipée, à 17 799 €. Donc si on met la BMW au même niveau d'équipement que ses concurrentes, on sera aux alentours des 16 000 €. Et sur la Yamaha, pour se mettre au même niveau d'équipement, il faudra prendre le Tracer 9 GT qui s'affiche à 15 699 € en boîte manuelle et 16 999 € avec la transmission YAMT. Autre critère, le poids, 238 kg de base, mais 249 kg en version DCT suspension électronique. Donc là, c'est plus que la BMW F900 XR, que la Suzuki GSX S1000 GX et que la Yamaha Tracer 9. Mais c'est moins que la Kawasaki Versys 1100S qui fait 259 kg. Et enfin, sur la consommation, là, elle marque des points puisque c'est pareil que les Yamaha Tracer 9, mais c'est moins que la Kawasaki Versys 1100S et que la Suzuki GSX. Mais ça reste plus que la BMW F900 XR qui est donnée pour 4,2 litres au 100 km. Donc cette NT 1100, vous pouvez le constater par vous-même, c'est pour ça que c'est intéressant de prendre ces critères et de la comparer de manière précise à ses concurrentes. C'est pas la meilleure quand on regarde les performances, quand on regarde le poids, quand on regarde certains équipements, mais là où clairement, selon moi, elle se positionne parfaitement dans cette catégorie de routière, c'est qu'avec ses suspensions électroniques, elle apporte un confort incomparable. Et puis deuxièmement, et c'est ce qui en fait toute son attractivité selon moi, c'est la seule avec une boîte de vitesse aussi agréable à utiliser au quotidien avec cette DCT. Je ne vais pas vous dire que c'est une obligation de passer sur la DCT. La technologie est tellement aboutie aujourd'hui sur cette deuxième génération, je vous assure, quand vous y avez goûté, vous ne reviendrez pas en arrière. Et j'en ai pour preuve que moi, sur ma Goldwing, jamais de la vie, je repasserai sur une boîte de vitesse mécanique traditionnelle. Et pourtant, j'étais le premier à critiquer ces boîtes de vitesse avant de les utiliser au quotidien. Donc, c'est pas la meilleure, mais sur l'agrément de conduite, force est de constater que si vous voulez une moto facile à utiliser, agréable, confortable, avec une grande autonomie, du confort
pour vous en tant que conducteur, mais aussi pour le ou la passagère, cette NT 1100, elle remplira parfaitement toutes les cases. Et c'est ce qu'on lui demande. Ne pas être la meilleure, certes, mais être peut-être celle avec le plus de polyvalence, ça, c'est une certitude. Est-ce qu'elle va continuer à plaire? Oui, elle va continuer à plaire, d'autant plus qu'elle a un rapport prix-prestation qui est quand même attractif au vu de tous les équipements qu'elle propose. Elle va continuer à plaire et Honda a bien fait d'encore améliorer cette boîte de vitesse à double embrayage, car il commence à mettre une énorme claque à la concurrence avec ça. Et même 15 ans après le lancement de cette boîte de vitesse DCT sur, à l'époque, la VFR 1200, il n'y a eu aucun de ses concurrents qui a réussi à développer une boîte de vitesse aussi pertinente et performante. Comme quoi, quand on est premier constructeur mondial de moto, ça peut aider, surtout pour le développement de technologies comme la boîte de vitesse DCT. On verra si sur 2025 en France, notamment cette NT 1100, elle continue à plaire, même si on a des offres qui s'avèrent être très intéressantes chez Yamaha, chez Suzuki, chez BMW, il faut quand même le reconnaître, surtout sur le design, sur les moteurs qui sont utilisés, les technologies, parce qu'on a maintenant des régulateurs de vitesse qui sont adaptatifs, des détecteurs d'angle mort. On peut aussi avoir des systèmes de technologie embarqués qui sont plus aboutis que sur cette NT 1100. Donc la concurrence fait des efforts, la concurrence s'améliore. Mais est-ce que pour autant, ces améliorations leur permettent de dépasser la NT 1100 en termes de confort et d'agrément de conduite? J'en suis pas si sûr. On verra en tout cas, à la fin de 2025, si cette deuxième génération a réussi à faire un pivot sur le nombre de ventes. Quand je dis pivot, les gens qui étaient déjà convaincus par la NT 1100 vont peut-être passer sur cette deuxième génération, mais l'objectif de Honda, c'est élargir la clientèle. Est-ce qu'ils vont réussir à le faire? Soyons patients, attendons le 31 décembre 2025 et puis on verra. Mais en tout cas, elle en a toutes les qualités, cette deuxième génération, la NT 1100. Dites-moi en commentaire si vous, c'est une moto que vous pourriez acheter comme moto du quotidien. J'aimerais vraiment avoir vos avis, c'est toujours intéressant de pouvoir échanger, notamment en commentaire avec vous tous. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube Le Vendeur Automobile. C'est chaque vendredi à 17 h, je diffuse un essai détaillé. Donc abonnez-vous, activez la cloche, mais surtout les amis, il y a une chose que je vous demande, c'est de mettre un pouce bleu. Ça nous aide beaucoup pour le référencement des vidéos. Donc si vous pouvez le faire, je vous remercierai infiniment. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine. Allez, ciao!